Tous ces chercheurs étaient à Dakar et l'Union européenne venait d'envoyer 600 millions d'euros. Ce n'était pas logique. Et en même temps, toutes les dettes du Sénégal, toutes les dettes étaient annulées. Si un remède guérit le HIV, mais cela veut dire qu'il guérit les virus. On vend des médicaments comme on vend Nike ou Adidas et ce n'est pas normal. Ils vous donneront les premiers résultats. Mais ne vous attendez pas au deuxième résultat. À 85%, attendez-vous à du sabotage. Parce qu'ils vont savoir que vous avez pris une alternative. Et pour agir efficacement, rien n'est meilleur que la nature. Mais la nature n'est pas rentable pour l'industrie qui est censée produire des médicaments. Qu'est-ce que les Américains ont dit? Ils ont envoyé une armée, des commandos, des Marines américains contre Ebola. Oui, tout à fait. Avec armes pour faire quoi? Comment Elf est devenu une grande puissance dans le pétrole? En pompant gratuitement. Bonsoir, bienvenue sur la libre antenne. Donc, comme tous les lundis, mercredis, vendredis, sur metatv.org, c'est la saison 3, 21h minuit ce soir. Évidemment, décalage, on est plutôt sur le créneau horaire de Dakar, mais l'émission va commencer dans quelques instants. On va accueillir avec nous Monsieur Jacques Diop. Évidemment, un grand bonjour à la régie, un grand bonjour à tous les modérateurs. Ils sont pas beaucoup, très nombreux ce soir, on leur passe le bonjour, et évidemment tous les métanotes qui ont eu la patience d'attendre pour cette émission en direct d'Afrique avec Monsieur Jacques Diop qui sera dans quelques instants avec nous. Monsieur Diop, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Ah bah bonsoir, bienvenue sur la libre antenne. Alors, beaucoup de gens, évidemment, ne vous connaissent pas en France. Vous êtes un écrivain, un juriste, et en plus, j'ai envie de dire, quand même, vous avez abordé un sujet, vous avez écrit sur un sujet pas simple, c'est le sida vaincu, la vérité en marche. C'est-à-dire que vous expliquez cette histoire assez incroyable du remède qui a été trouvé, en fait, par, on va dire, des chercheurs sénégalais, sur le sida, et qui a été complètement occulté, on va dire enterré par la grande industrie pharmaceutique, comme on l'appelle Big Pharma, dans un contexte politique justement que vous allez nous expliquer, parce que c'est une histoire absolument incroyable. Donc la genèse de cette histoire, déjà, c'est... Alors ce que j'ai compris, ça commence par un village dans lequel on repère que les gens, le taux de sida est extrêmement bas. Déjà, le Sénégal, en général, fait partie des pays d'Afrique avec un taux de sida extrêmement bas. C'est ça, vous confirmez? Effectivement. Et alors, est-ce que vous pouvez, vous pouvez nous expliquer un peu la genèse de cette affaire? Parce que je crois que ça commence donc dans un village sénégalais, c'est ça? Voilà, en fait, je dis d'abord bonjour à tous les téléspectateurs. Bien sûr. Donc, de MetaTV. Je dis bonjour aussi au régie, à vous-même, et vous remercie de l'invitation et de l'honneur qui m'a été fait donc pour m'inviter à cette émission. Donc, je suis effectivement l'auteur du livre intitulé Le sida vaincu, la face cachée de la grande découverte sénégalaise, première édition. Ouais. Puis Le sida vaincu, la vérité en marche, deuxième édition 2009. Donc la première édition a été éditée en 2004. 2004, oui. Donc, Voilà. en 2004, voilà. Donc en ma qualité de chercheur, juriste conseil, donc formé en France, à la Sorbonne. À la Sorbonne, oui, tout à fait. Voilà, droit, DEA, doctorat, et puis à Paris-Dauphine, DEA de gestion de l'entreprise dans les pays en développement. J'ai eu à conseiller aux chercheurs sénégalais qui a découvert un remède à base d'extrait de plantes depuis 2000. Alors, ce qui s'est passé, effectivement, avec cette découverte, c'est que ce chercheur a saisi, à l'époque, un médecin traitant qui avait ces cas, en lui présentant ses propres cas qui avaient été traités, documents biologiques avant et après. Donc, ce médecin pratiquant, la chance a voulu que ce médecin a été le professeur du ministre de la Santé de l'époque, donc on est en 2000, oui. Il était son ministre de la Santé quand elle était étudiante à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. D'accord. Donc ce médecin avait dit au chercheur ethnothérapeute qui a découvert le remède à base d'extrait de plantes, je ne peux pas directement prendre en charge vos cas que vous m'avez amenés, mais personnellement j'ai des
cas que je suis en externe de malades sidatiques. Et si c'est le cas de ces malades-là, s'il y a une évolution biologique, je vais faire un dossier et saisir Madame le ministre de la Santé, Eva Marie Coll Seck, à l'époque, en 2001. Ce qui fut fait, donc ces malades ont été traités et il y a eu des résultats biologiques positifs. Donc le docteur Seydou Konaté, donc, qui était professeur de ministre de la Santé de l'époque, a fait un dossier d'analyse biologique et de diagnostic avant et après la prise de la cure. Et ce dossier a été directement saisi main à Madame le ministre de la Santé, Eva Marie Coll Seck, professeur Eva Marie Coll Seck, qui par hasard, en 2001, venait de quitter la direction de l'ONU-SIDA. Parce que le ministre de la Santé de l'époque du Sénégal, la professeure Eva Marie Coll Seck, a dirigé pendant 10 ans l'ONU-SIDA. Et lorsque le président Abdoulaye Wade est venu au pouvoir en 2000, il l'a débauché, elle a quitté l'ONU-SIDA pour venir être ministre de la Santé. D'accord. Et elle se trouve être une virologue elle-même. D'accord. Virologue, chercheur, spécialiste du sida. Donc c'est sur la base de ces éléments que le ministère de la Santé a décidé de faire des essais sur les plantes, parce qu'on ne peut pas donner à n'importe qui une plante parce qu'elle tue le VIH et tuer en même temps le porteur du VIH. Donc c'est ce qu'on appelle les études de pharmacognosie. Voir si la plante peut être prise normalement ou non, ce qui fut fait. Maintenant, moi, quand j'ai pris le dossier en main, en conseillant l'inventeur, je lui avais dit d'attendre. Ça ne sert absolument à rien de faire quelque chose tant que les autorités officielles du Sénégal, parce qu'on parle de santé publique, les autorités officielles ne donnent leur avis pour dire on confirme ou on infirme. En fonction de ça, on verra ce que je dois faire. Donc 2002-2003, c'est là où il y a commencé à avoir des choses pas très catholiques, parce que le ministère de la Santé du Sénégal a organisé des essais précliniques d'abord, comme je vous ai dit, en pharmacognosie, validé le produit, et après le ministère de la Santé du Sénégal a organisé des essais cliniques sur des personnes humaines. Juillet, août, septembre 2002. Et durant ces essais, l'IRD, l'Institut de recherche et de développement, donc l'ex-Orston, l'organisme français, suivait de très près ces malades. Jusque-là, je ne me suis pas fait connaître, j'étais à l'époque en Allemagne, j'ai dit à l'inventeur de ne surtout pas dire qu'il y a quelqu'un. Ils n'ont qu'à continuer à te prendre comme un analphabète, qui ne veut pas dire bête. Parce qu'on peut être alphabétisé dans n'importe quelle langue et avoir un savoir dans n'importe quelle culture ou langue. Donc, en 2002-2003, le ministère de la Santé, après avoir eu des résultats positifs sur ces essais cliniques, voulait organiser des essais sur 150 personnes. C'est à ce moment-là que j'ai dit non, il y a des règles élémentaires de protection. Et c'est à ce moment-là que je me suis fait connaître pour dire maintenant, il doit y avoir des conventions pour signer, au moins protéger les intérêts de l'inventeur éventuellement et que cette affaire ne soit pas faite sous le manteau. Et c'est sur ces négociations-là que je me suis dit, avec toutes les informations que j'ai eues à colléger, ce genre de dossier vaut mieux publier un livre et rendre public. Et c'est là où l'idée d'écrire sur ce dossier m'est venue à l'esprit, et c'est pour ça que je me suis dit que je suis devenu écrivain par nécessité ou par accident. Et j'ai commencé à publier le premier dossier, le sida vaincu, la face cachée de la grande découverte sénégalaise, où j'ai intégré les documents biologiques avant et après des personnes qui ont eu une guérison avec une élimination à 100% du VIH sans ARV. Et ça, on est en 2002, 2003 et 2004. Et là, on est en 2015 d'ailleurs. D'accord. Donc, voilà, c'est un peu la genèse. Mais les autorités sénégalaises, rapidement, lorsqu'on a commencé à parler de contrats ou de conventions, se sont rebuffés. Mais entre-temps, en 2004, tous les ténors de la recherche sur le sida en général, en France, que ce soit le CNRS, que ce soit l'INSERM de Montpellier, que ce soit l'ANRS, tous, l'hôpital Bichat, tous les leaders de recherche français étaient à Dakar pour ce qu'ils ont appelé une alliance France-Sénégal sur le sida. On est en 2004, le livre n'était pas encore publié. Quelques jours après, l'Union européenne est venue avec un programme qu'il a appelé le programme de recherche contre le sida et le paludisme entre l'Union européenne et les pays en développement. Au Sénégal, avec un financement de 383 milliards, donc 600 millions d'euros. Ah, c'est un énorme budget, ça, donc. Ouais. Énorme, énorme. À l'époque, c'est Philippe Busquin, qui était le commissaire, à l'époque, qui était venu à Dakar d'ailleurs, lui-même, oui. Philippe Busquin, et qui avait dit qu'il n'y avait pas un programme de santé qui était plus, à cette époque-là, en 2004, qui était plus
en chiffres énormes que ce programme de 600 millions d'euros. Maintenant, lorsque j'ai vu l'orientation que ça allait prendre, j'ai fait une conférence de presse en 2004 et annoncé qu'il y a un livre qui doit sortir, Le sida vaincu, la face cachée de la découverte sénégalaise, et que ce livre se remette tous ces défilés qu'ils ont vus avec les scientifiques français qui sont venus au moment où Claude Allègre, à l'époque, je pense, c'était ministre de la recherche scientifique, et qui avait menacé même d'aller s'exiler aux États-Unis parce que les chercheurs français n'avaient pas de moyens. Tous ces chercheurs, bon d'ailleurs c'est dans le livre, j'ai noté les coupures de journaux et tout, tous ces chercheurs étaient à Dakar et l'Union européenne venait d'envoyer 600 millions d'euros. C'était pas logique. Et en même temps, toutes les dettes du Sénégal, toutes les dettes étaient annulées. Le Sénégal était classé avant-dernier devant le classement des PPTE, pays pauvres très endettés, qui devaient recevoir une annulation partielle de la dette. C'est-à-dire que si on devait annuler des dettes des pays, le Sénégal était avant-dernier juste devant le Honduras. On était en 2002, 2003. Et en 2004, le Sénégal est le premier pays au monde à qui on annule toutes ses dettes. Ce n'était pas clair. Et ce programme, on voyait nettement qu'il y avait une recherche de contrôle. Et c'est ce que j'ai expliqué dans le deuxième livre de 2009. En fait, le président Abdoulaye Wade, contre Idrissa Seck, son ex-premier ministre, tout le monde sait que l'embrouille, c'est des embrouilles de milliards dont personne ne sait d'où ça vient, mais c'était des embrouilles, donc on a appelé le pactole de Rebeuss d'ailleurs. Rebeuss, c'est le nom d'une prison de la célèbre prison de Dakar. Le protocole de Rebeuss, c'est le protocole qui a existé entre le président Idrissa Seck et Abdoulaye Wade. Mais tout le monde savait qu'il y avait des problèmes de milliards, mais personne ne savait là où ça vient. Et moi, j'ai publié dans le livre et mis en relation ces milliards qui sont entre Idrissa Seck et Abdoulaye Wade et ce remède, parce que ce remède a fait l'objet je veux dire, chantage. Donc, l'ancien Premier ministre Idrissa Seck avait son propre inventeur au faux, bien sûr. Et ce faux, il avait un ministre de la Santé qui venait diriger l'ONU-SIDA. Ils avaient des résultats qu'ils ont présentés devant les pays producteurs d'ARV, spécifiquement, mais en général, de médicaments contre les maladies infectieuses. Et ces pays ont dû négocier et ont donné de l'argent et rentré au Sénégal énormément d'argent sous Watt. Et il y a eu blocage, c'est-à-dire que ces essais qui se sont faits en 2002, on est en 2015 aujourd'hui, et jusqu'à aujourd'hui, les résultats, et ce matin même, une personne qui se trouve être en France m'a envoyé un email, peut-être que je vous en envoie, je vous envoie une copie, pour me donner des résultats de séronégativité directs. C'est-à-dire que on en est là aujourd'hui. Un remède qui arrive à éliminer un agent pathogène, on n'a pas besoin de 2 ou 3 jours pour le savoir. Les plantes médicinales sont là, mais la problématique financière est que l'industrie pharmaceutique est d'abord, en général, une industrie privée qui cherche à faire de l'argent. Oui, tout à fait, oui. Vous m'entendez? Oui, bien sûr, on vous entend. Les remèdes à base de plantes, ce sont des découvertes. C'est-à-dire que c'est le fameux problème du code génétique de l'ADN. Lorsque les gens ont commencé à décrire le code génétique de l'ADN, ils ont voulu courir pour breveter, on leur a dit non. Ce code génétique existait bien avant, vous ne l'avez pas créé. Vous n'avez fait que le découvrir. Les plantes médicinales aussi, c'est ça. Personne ne peut se lever et dire que le baobab peut soigner le cancer et je suis propriétaire du baobab. Parce que ce que dans le baobab, les molécules actives dans le baobab, on ne l'a pas créé. On n'a fait que découvrir ce qui existait il y a des milliers d'années. Donc on ne peut pas breveter, on ne peut pas tirer profit d'un remède à base d'extrait de plantes d'une part, et d'autre part, l'industrie pharmaceutique quand même vend de la santé. Et vendre de la santé veut dire acheter et rester en vie. Arrêtez d'acheter, on ne répond plus de vous. Donc, si un remède guérit le HIV, mais cela veut dire qu'il guérit les virus. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun médicament qui arrive à... Même la grippe, qui sévit chaque année en France, un peu partout en Europe, il n'y a aucun remède contre la grippe. Oui, parce que donc, même la trithérapie qu'on nous présente aujourd'hui, là, le remède que vous indiquez, il est efficace parce qu'il éradique complètement la maladie, c'est bien ça? À 100%, le virus du HIV... que ça soit 2000, 2001 jusqu'à aujourd'hui, en 2015, le virus du HIV sans les ARV est éradiqué, et encore mieux, avec les ARV, complète le cycle de guérison rapidement. Parce qu'aussi, il ne faut pas exclure, en fait, c'est que les ARV
bloquent la réplication virale. Ils empêchent le virus de se développer. C'est en fait le remède à base extrait de plantes dont nous parlons élimine la souche virale définitivement, donc complète le cycle de guérison enclenché par les ARV, mais qui ne termine pas. Donc des personnes aussi qui prennent des ARV et qui prennent d'ailleurs c'est le cas de la dernière personne dont je parlais ce matin, c'est des personnes qui rapidement ont une charge virale négative avec des CD4 qui grimpent. Maintenant après c'est l'alimentation, tout maintenant une hygiène de vie qui contribue à faire baisser les CD4. Mais ceci est un fait. Et Philippe Douste-Blazy, à l'époque qui était ministre de la Santé, est venu au Sénégal juste après que j'ai signé un accord avec l'Afrique du Sud, parce que lorsque j'ai écrit le livre en 2004, j'ai été reçu par le président Abdoulaye Wade, parce que ça avait fait la une, ça avait un peu bougé. À l'époque, le président Wade m'a reçu sur ce dossier et avait pris un engagement qu'il allait y avoir une exploitation de ce remède avec un noyau qui allait être formé avec les doyens de faculté du Sénégal, tous les doyens de faculté, autour du ministre de la Recherche scientifique, Christian Sina Diatta à l'époque, moi-même, l'inventeur qu'il allait créer l'équipe de Dakar. C'est comme ça qu'il avait créé au nom d'une équipe de Dakar. Mais après cette rencontre, j'ai vu qu'il a traîné des pieds, et c'était une usine à gaz en fait, et je me suis rendu vers les Sud-Africains. C'est Thabo Mbeki qui était président à l'époque, et Thabo Mbeki est venu au Sénégal sur ce dossier-là en 2004. Donc si vous avez vos archives, accompagné de Brawali Serote, qui dirigeait le Indigenous Knowledge System of South Africa, c'est l'organisme de recherche en Afrique du Sud qui traite des médicaments traditionnels, qui s'appelle ICSA, Indigenous Knowledge System, c'est Brawali Serote, était venu avec Thabo Mbeki et Frédéric de Klerk. En même temps, donc pour la première fois dans l'histoire de l'Afrique du Sud, deux présidents noirs et blancs ont fait un voyage ensemble parce qu'il y avait l'espoir. Parce qu'à l'époque, c'était tellement vite et qu'ils croyaient que qu'en venant à Dakar, ça allait se faire. Mais Wade leur a servi une fin de non-recevoir. Il y a eu un accord mixte bilatéral qui a été signé entre le Sénégal et l'Afrique du Sud à l'époque. C'était Yann Gadio qui était ministre de la Recherche scientifique. Et le ministre des Affaires étrangères était Dlamini Zouban, qui dirige aujourd'hui la Commission de l'Union africaine, qui est venu, après la visite de Thabo Mbeki, elle est venue pour signer l'accord. Dlamini Zouban, qui est au courant. Maintenant, tout le monde a vu Thabo Mbeki comment est-ce qu'il a été gentiment écarté. Ils n'ont même pas attendu les élections. C'est l'ANC qui a fait un impeachment et Thabo Mbeki a été écarté. Parce que Thabo Mbeki allait faire ce remède-là. D'accord. Et on n'a même pas attendu les élections avec Thabo Mbeki. Donc c'est un fait. Toujours est-il que l'Afrique du Sud, lorsque Thabo Mbeki a été empêché par l'ANC et remplacé par Zouman, qui est l'ex-mari de Dlamini Zouman, elle-même qui a signé l'accord mixte bilatéral avec Cheikh Tidiane Gadio à l'époque, qui était notre ministre des Affaires étrangères, c'est maintenant tout le problème est un problème de business. Est-ce qu'une plante africaine peut déranger un marché de milliards d'euros? On parle de 400 milliards d'euros par an sur l'industrie pharmaceutique. Et quand un remède élimine un agent viral, vous savez, la plante, la nature, on ne lui dit pas tu fais ça, tu fais pas ça. S'il tue, il tue. Donc s'il tue tous les virus, il tue tous les virus. Alors que le médicament, en général, ce sont des molécules, d'ailleurs, qui viennent des plantes, mais c'est des molécules qu'on identifie dans une plante. Maintenant, la science, comme la science cherche à faciliter la vie, elle ne cherche pas plusieurs molécules, mais chaque fois qu'il identifie une plante qui s'appelle par exemple la saule, qui est la plante, le pavot du moins, qui sert qui à un moment donné sert à fabriquer une certaine drogue, sert aussi de créer des médicaments. L'aspirine vient d'une plante, et l'industrie pharmaceutique identifie la molécule active, il essaie de reconstituer la structure moléculaire de cette molécule active, et quand elle arrive à reconstituer de manière synthétique la molécule, elle commercialise maintenant cette molécule sous forme de médicament. D'accord, en déposant un brevet, quoi, en fait, c'est ça. Hein. Un brevet, voilà. Donc c'est ça, en fait, le brevet. Si on ne crée pas, on ne peut pas breveter. Donc comme on ne peut pas créer la nature qu'on a découverte, il faut essayer de voir dans la nature qu'est-ce qui est actif. On prend la molécule, on reprend la structure moléculaire. Je veux dire, si on boit Fanta orange, je ne sais pas si Fanta, vous connaissez une boisson à base d'orange. Oui. La plupart des Fanta orange, ça a la couleur de l'orange, le goût de l'orange, mais c'est tout sauf de l'orange. Oui, c'est clair. Ce sont des molécules. Ce sont des molécules. Donc, l'industrie pharmaceutique aussi essaie d'identifier dans la plante qu'est-ce qui soigne comme molécule. En général, une molécule, pas plus. Ils reprennent cette molécule de manière synthétique,
qu'ils vendent l'aspirine de synthèse ou autre, mais ce n'est pas parce qu'ils ont fait l'aspirine de synthèse qu'on ne peut pas trouver la molécule naturellement. Mais ça ne les arrange pas d'un point de vue business. Maintenant, le problème, c'est l'être humain, l'homme, la santé. Est-ce qu'on peut mettre le corps humain dans le business? Non, on ne peut pas mettre le corps humain dans le business. Et l'industrie pharmaceutique, avec le cycle de l'uruguayron de l'OMC, a mis le corps humain à côté de Nike ou Adidas. On vend des médicaments comme on vend Nike ou Adidas, et ce n'est pas normal. Donc aujourd'hui, en Afrique, où il y a des forêts primaires, comme en Amérique latine, oui. Ces forêts primaires, en fait, soignent. Pourquoi ça soigne? Parce que la plante se protège, en fait. Ces molécules qui agissent dans les plantes, ce sont des molécules qui se protègent des virus et des bactéries qui attaquent la plante. Et c'est comme ça que l'être humain les prend et essaie de les réutiliser. Maintenant, tout le problème, c'est cette problématique financière. Est-ce que les États vont laisser de manière indéterminée le privé décider de la vie et de la mort, parce que c'est ça en fait la santé. Si on dit que le sida, on n'arrive pas à trouver un remède depuis 35 ans, bon, c'est ridicule. Et je suis sûr que mes recherches de 2002, 2003 à maintenant m'ont montré que des remèdes, il y en a. On n'est pas les seuls. Peut-être que j'ai eu la chance d'avoir des moyens de publier un livre à l'époque, en 2004, les moyens de me faire entendre au Sénégal, et que le hasard a fait que la ministre de la Santé de l'époque venait de diriger l'ONU-SIDA pendant 10 ans, et qu'on a eu un premier ministre vorace en argent, et qui allait raqueter. Et avec toute cette sauce-là, ça a fait exploser ce que ça explose. Mais aujourd'hui, la problématique qui se pose, c'est les remèdes. Ce qu'on appelle les plantes à impact antiviral existent. Ça, vous allez au CNRS, vous allez à l'IRD, vous allez à l'INSERM de Montpellier, ils connaissent ces plantes. Tous les biologistes savent que des plantes à impact antiviral existent. Mais toute la problématique, c'est le brevet. Est-on susceptible de s'approprier une découverte ou non? Comme ce n'est pas possible, la pharmacie n'a pas intérêt à aller exploiter une plante parce qu'elle ne gagne pas. Mais les États, si aujourd'hui, nos États africains n'ont pas le courage, parce qu'ils ont un remède à base de l'extrait de plantes, de le sortir, qui va le faire? Mais parce qu'ils se plient il y a quoi? On peut parler de corruption à ce moment-là? Ils se plient à la volonté de cette industrie pharmaceutique? C'est quoi exactement? Parce que c'est ça qu'on a du mal à comprendre. Quel est, à part l'intérêt d'être, pardonnez-moi, mais de la corruption, clairement, il y a tout à gagner en bénéfice pour le pays, à la fois en matière de santé publique et certainement même en matière financière. A priori. Mais il faut savoir que si un remède aujourd'hui, concrètement, oui. Si un remède à base d'extrait de plantes sortait du Sénégal, qui appartient à un Sénégalais qui sort de sa bourse natale, Bifouta, sort, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur le secteur économique des pays du Nord, sur la bourse? Quelles sont les entreprises qui risquent de mettre la clé sur la porte? Parce que les médicaments qu'ils vendent, qu'ils produisent, et les rentrées de milliards d'euros qu'ils ont par an, risquent d'être compromises s'ils ne sont pas producteurs. Oui, et en général, quand on remet, c'est assez automatique. Et nos présidents africains, qu'on le veuille ou non, les présidents, que ceux qui se frappent la poitrine, qui disent africanistes ou non, ils ont tous été pistonnés quelque part par de l'argent qui vient de quelque part. Même si on fait un coup d'État, on a été armé, on a été financé quelque part. Les élections aussi, pour avoir un parti politique des moyens, on a été financé. Et les anciennes colonies, en général, la plupart de ces anciennes colonies, excusez-moi, mon téléphone qui sonne. La plupart de ces anciennes colonies, je prends l'exemple du Sénégal, Macky Sall, c'est Bolloré et Orange. C'est Bolloré et Orange qui ont mis la main dans la poche parce que Bolloré a été déguerpi du Sénégal par Wade et fils. Oui. Et ça, c'est stratégique. Dakar, il ne faut pas perdre le port de Dakar. Orange, parce que Wade et fils avaient mis une taxe qu'ils ont appelée taxe Global Voice, qui devait taxer tous les appels venant de l'étranger et rentrant au Sénégal. Et ça, ils allaient découvrir réellement les montants exacts que Orange, France Télécom en tout cas, gagne sur nos pays. Donc il fallait nécessairement stopper Wade. On est au Sénégal, les coups d'État, je pense qu'on est un pays quand même assez avancé. Ce qu'il fallait faire, c'est avoir un poulain, lui donner les moyens, que la presse autour
tourne autour de la diabolisation de Wade, qui n'est pas loin du diable d'ailleurs, pour qu'il parte, pour que Macky vienne. Maintenant, si Macky Sall vient, il y a des intérêts. Il faut défendre les intérêts de Bolloré, les intérêts de France, les intérêts et autres. Donc, bon, je donne un exemple de Macky, mais au temps de Wade, c'était un peu ça. Wade a dit concrètement, dans cette affaire-là, nous avons besoin d'argent, nous sommes un pays pauvre, on est surendetté, ce remède vaut des milliards, soit vous nous donnez des milliards, vous allez nos dettes, sinon on sort le remède. Pour résumer. D'accord. En tout cas, pour résumer. Donc, ceux qui dirigent, parce que les Big Pharma, c'est une dizaine de pays. Oui. Et c'est eux qui appartiennent au Club de Paris. D'ailleurs, c'est le Club de Paris qui a annulé toute la dette du Sénégal. Donc, en disant, oui, mais nous, on a un remède qui soigne le sida, c'est l'argent, donc soit nous, on le sort, on cherche l'argent en allant à l'étranger ou autre, ou bien vous réglez le problème. Et c'est ça le politique en Afrique, et en général dans tous les pays. Ils ont une vision à court terme, des intérêts souvent personnels qui font de la corruption. Parce que là, ça veut dire que, donc, en gros, le président, donc, Abdoulaye Wade, à l'époque, a négocié, on va dire, cette espèce d'abolition de la dette du Sénégal, donc en disant, bon, bah voilà, la dette du Sénégal a été annulée, le Sénégal a été annulée en 2004 par le Club de Paris. Toute la dette, le premier pays au monde acquis, alors que deux ans auparavant, donc disons en 2002, la France, qui a annulé le plus de dettes, avait ce qu'il appelait les C2D, les contrats de désendettement. Ouais. Il avait classé la liste des pays qui devaient recevoir une annulation partielle de la dette, et le Sénégal n'en faisait pas partie. Voilà, et d'un coup comme ça, donc on a décidé, hop, le Sénégal... D'accord. C'est-à-dire qu'en 2005 au Sénégal, 2006, le Sénégal était à zéro de dette. C'est que beaucoup d'Africains rêvent. Maintenant, de 2006 à 2012, Wade a surendetté le Sénégal, c'est-à-dire que le Sénégal a fait plus de dettes de 2006 à 2012 que les 40 ans de Senghor et Diouf réunis. Ah d'accord, donc c'est en plus, voilà, c'est-à-dire qu'en plus on a tout petit espace de temps, il a recontracté de nouvelles dettes en fait, on a éliminé la dette, mais en fait, pour en prendre d'autres. C'est ce qui s'est passé au Sénégal. C'est ce qui s'est passé au Sénégal. C'est pour ça que c'est l'un des seuls pays où on entend des contrats, des sommes faramineuses. C'est ça. Et la contrepartie, ce que vous soupçonnez, c'est qu'il y a eu, on va dire, un espèce d'échange de contrats, un genre de pacte en fait entre Wade et ces grands financiers pour dire bon ben on sort pas le remède, mais en gros vous nous annulez la dette et puis en plus on va contracter de nouvelles dettes quoi. C'est un peu ça alors. Voilà, c'est ça. Le Sénégal et ça, tous les économistes qui peuvent, sur le site de la Banque mondiale vous pouvez y aller, FMI. Ouais. Le Sénégal a été le pays le plus aidé au monde entre 2004 et 2010. D'accord. Et parce que c'est quand même, cette histoire est quand même proprement incroyable. Donc, et tout ça a été enterré, mis sous le tapis. Alors, donc, parce que Philippe Douste-Blazy est venu à Dakar à l'époque, 2 semaines après l'Afrique du Sud. C'est vos archives, vous pouvez le voir. Philippe Douste-Blazy, qui était ministre de la Santé à l'époque, je pense, est venu à Dakar et publiquement a dit que la France allait construire une usine d'ARV générique, gratuit, cadeau pour le Sénégal. Okay. Et ce projet, il a été initié, ça aboutit? Ça n'a pas été fait. En fait, c'était juste pour bloquer l'Afrique du Sud. D'accord. Parce que le contrat, la convention que j'étais avec l'Afrique du Sud, c'était de construire une usine de production de ces médicaments en Casamance, au sud du Sénégal. Et l'administration allait être à Durban. Et Thabo Mbeki a fait le voyage, personnellement, avec Frédéric de Klerk et Brawali Serroté. Et ils sont venus, à l'époque, ils m'ont appelé, je leur ai dit, vous êtes les chefs d'État, discutez entre vous, c'est entre États. D'accord. Parce que la santé publique appartient au public, un remède qui doit soigner le plus grand nombre ne peut pas provenir du privé. Il faut que ça provienne d'un État. Maintenant, je suis sénégalais, je me suis orienté vers le Sénégal pour maintenant un peu emmerder Wade, je suis allé en Afrique du Sud. Oui. Et à l'époque, Wade a eu une dispute contre Thabo Mbeki au sommet de Sirte en Libye. À l'époque, c'est Kadhafi qui avait accueilli le sommet de Sirte sur l'Union africaine. Thabo Mbeki avait fait un discours en disant qu'il n'y avait pas de solidarité entre les Africains. Et Abdoulaye Wade lui avait dit, est-ce que le diamant et l'or de l'Afrique du Sud, vous avez de la solidarité? Pour dire que son remède, c'était son or et son diamant. Oh.
Donc, voilà, c'est ce qui s'est passé au Sénégal, c'est que il y a eu énormément de rentrées d'argent, d'annulation de dettes, mais qui a été dilapidé de manière extraordinaire d'ailleurs. Et c'est ça qui a été entre... Voilà. Oui, parce qu'en plus, cet argent, il a été investi dans quoi? Est-ce qu'on... des projets concrets, voilà, on ne sait pas vraiment dans quoi, c'est ça le problème. Vous nous entendez? Oui, oui, je vous entends. Oui, je vous demandais, l'argent, tout cet argent qui a été contracté en dette, ça a été dilapidé, mais pas dans des projets concrets. Je vous entends très bien avec Alpha Blondy, là. Oui, voilà. Donc, alors aussi, il y avait un laboratoire marocain qui devait se faire aussi. Enfin, qui devait. Il y a eu un investissement qui devait se faire avec le Maroc. C'est ça qui avait posé les premières pierres, je crois, du laboratoire. Puis ça n'a jamais abouti. C'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qui s'est passé parallèlement dans ce dossier, il y a eu, ça c'est les politiques aussi, et c'est la désorganisation des pays africains. Notre problème de base, c'est un problème de structuration, d'organisation et des institutions qui marchent. Il y a eu des Indiens à qui on a fait appel et qui devaient construire une usine à Thiès, dans une région qui est à Thiès, c'est une ville qui est à côté de Dakar. Ça n'a pas été fait, la première pierre avait été posée, mais Abdoulaye Wade, pour tordre le bras au Club de Paris, avait signé une convention de construction d'une usine pharmaceutique marocaine à Dakar. Ouais. Et c'est le lendemain d'ailleurs de cette pose de première pierre, vraiment le lendemain, quand je dis le lendemain, c'est 2 jours après, vraiment qu'il y a eu toutes ces accélérations du Club de Paris qui annulent les dettes. Donc les dates sont dans le livre qui se trouve sur le site lesidavaincu.com. Les livres sont gratuits, ce n'est pas en vente. On télécharge gratuitement les livres sur le site lesidavaincu.com. Donc les Marocains ont posé leur première pierre et d'ailleurs ce laboratoire pharmaceutique marocain a ouvert ses portes à Dakar. Elle est là, mais elle produit des génériques. Parce que Wade a utilisé le Maroc pour construire le laboratoire et les Marocains étaient au courant de se remettre. Mais entre-temps, il a eu une meilleure offre ailleurs qu'il a dû négocier. Et le laboratoire marocain est à Cambérène qui existe et qui produit des médicaments génériques et autres marques. Donc il a utilisé effectivement le Maroc pour faire accélérer le Club de Paris et les bailleurs. D'accord, pour leur mettre la pression en fait, c'était pour exercer une pression sur eux. C'est un vieux renard, Abdoulaye Wade est un vieux renard et énormément d'argent. Maintenant, ils n'ont pas passé au Sénégal, ils n'ont pas passé aux Sénégalais, ils n'ont pas passé aux Africains, ils n'ont pas passé à tous les malades du sida et surtout à leurs proches, aux gens. Voilà, voilà. Ils n'ont pas passé à tout ça, ils ont pensé à leurs intérêts politiciens directs et moi j'aurais aimé même en annulant toutes les dettes du Sénégal que le Sénégal ait un nouveau départ et que ça nous serve, mais qu'aujourd'hui le Sénégal a été plus endetté entre 2006 et 2012, il y a eu plus de dettes que les 40 ans depuis les indépendances. Ah oui. Et on n'a pas vu ces infrastructures-là, on les a pas vues, voilà. En tout cas, l'argent, il a bien été, il est bien atterri quelque part, forcément. Ça se perd jamais, on va dire. Voilà. Et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, quoi, tout a été enterré, on n'en parle plus. Heureusement qu'il y a votre voix qui, j'ai envie de dire, qui s'élève, mais qu'est-ce qui se passe au Sénégal sur cette affaire? Personne n'a le nouveau président, donc Macky Sall, lui, il n'a jamais, on va dire, réactivé ce dossier. En Wolof. Pardon? Vous nous entendez? Il y a eu une coupure là? Je vous entends. Voilà, oui, je vous demandais, est-ce que le nouveau président actuel, lui, voilà, qu'est-ce qui se passe? Le chanteur chantait 7 Seconds de Youssou N'Dour avec Néné Chéri. D'accord, bah non, c'est pas chez nous, alors ça doit être chez vous, puisque nous, il n'y a pas de chanteur. Alors c'est peut-être la régie, je sais pas, non, non, en tout cas, c'est pas chez nous. Une régie très gaie. Non, ah non, moi j'entends rien, j'entends pas de... Non. Je vous demandais, alors, à l'heure actuelle, la situation aujourd'hui, personne dans le gouvernement Macky Sall n'a souhaité réactiver ce dossier. C'est quoi? C'est enterré définitivement? Ça va pas ressortir?
Monsieur Diop, vous nous entendez? Oui, allô? Ah, voilà, vous m'entendez? Parce que... Je vous entends, oui. D'accord. Je vous demandais, au niveau des... comment dire? De la situation actuelle. Pardon? Au niveau de la situation actuelle, est-ce que dans ce nouveau gouvernement, personne n'a souhaité réactiver ce dossier? Il est toujours enterré, personne ne veut le ressortir? J'entends très mal, là. Il m'entend pas très bien, visiblement. Je ne sais pas quoi faire. C'est quoi, en fait? Voilà, c'est bon, voilà. Ah, voilà, peut-être, voilà. Alors, voilà, je vous demandais, est-ce que dans le gouvernement actuel, il y a pas, je sais pas, quelqu'un qui souhaite ressortir ce dossier, ou est-ce que ça y est définitivement enterré, quoi, pour le gouvernement sénégalais? Alors, vous savez, en général, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop parler. C'est-à-dire qu'à force de vouloir trop, j'ai publié un livre. Oui. Hein, c'est direct. Je pense qu'il y a eu une émission qui a été très relayée sur la 2STV avec notre cher frère Kémy Séba. Oui, tout à fait, oui. Cette émission a aussi été bien relayée. Donc, moi, le président Macky Sall, la dernière fois que je l'ai rencontré dans son bureau, il était ministre de l'Énergie. La veille où il est devenu ministre de l'Intérieur, d'ailleurs, c'est juste au début de l'époque. Et je l'avais saisi de ce dossier à l'époque, il était ministre de l'Intérieur, ouais. Parce que dans ce dossier, il y a eu de l'espionnage, hein, il y a eu c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment des écoutes téléphoniques et autres, parce que tout le problème était de connaître le nom des plantes. Et si le livre, je ne l'avais pas publié, donc on serait tous morts aujourd'hui, parce que l'affaire ne serait jamais su, que ce soit alimentaire. Nous, on allait tous nous liquider, mais je me suis pressé pour écrire le livre. Donc le président Macky Sall, qui a été ministre de l'Intérieur, avant de devenir Premier ministre, puis président de l'Assemblée nationale et Premier ministre, en tout cas pour devenir aujourd'hui président, il est au courant du dossier. Ses proches aussi, notamment l'un des théoriciens de l'APR, je l'avais saisi du dossier. Maintenant, je pense que si une telle découverte existe au Sénégal, si le président actuel n'est pas au courant, ça veut dire que l'État ne fonctionne pas. Il est au courant. Je me rappelle lorsque le président Wade m'avait reçu au palais de la République, avec l'inventeur de ce remède, et deux personnes qui sont des personnes stratégiques parce que c'est une affaire familiale. Ouais. On gère ça en famille. Donc, quand il nous avait reçus, il m'avait posé une question pour me dire, mais monsieur Diop, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que les médecins sénégalais pensent de ça? La réponse que je lui avais gentiment donnée, je lui ai dit, monsieur, c'est vous le président de la République. Vous ne pouvez pas me poser cette question. Vous devez savoir ce que les médecins sénégalais ont fait. Et à l'époque, il avait attaqué le directeur indirectement, le directeur du CNLS, c'était le Conseil national de lutte contre le sida. En fait, c'est-à-dire qu'au Sénégal aujourd'hui, en Afrique en général, ce sont les premières dames. Les premières dames sont des directrices marketing des laboratoires pharmaceutiques sur le sida. Donc, qui font leur marketing sur le sida, mais pas dans le but de trouver une solution, mais dans le tapage médiatique. En plus, préservatif, oui, il y a ARV, pour aller. Il y a une espèce en plus quand même de questions qui me taraudent, parce que les remèdes développés, on sait, par ces laboratoires sont extrêmement onéreux, très chers. Donc essentiellement, on sait que ce sont justement les pays du Nord qui peuvent les acquérir, alors que précisément les pays du Sud ont beaucoup de mal à acquérir ces remèdes puisqu'ils sont très chers. Donc il y a une espèce de paradoxe total des autorités quand même là sur cette affaire. C'est-à-dire la santé publique, elle a été enterrée au profit donc des intérêts de l'industrie pharmaceutique. Pharmaceutique, voilà, c'est ça. Et comme je l'ai dit, un président est toujours financé. Et nos présidents ont en général un rare courage pour défendre réellement, de peur hein, d'ailleurs, de peur de mécontenter l'empire colonial. Ouais. Si ce n'est pas l'empire colonial directement, on sait que les laboratoires pharmaceutiques, ont le soutien des États. Les big pharma ont le soutien de leur État, parce qu'ils font rentrer énormément de sous, donc les États protègent leurs multinationales. Aujourd'hui, on sait que l'industrie pharmaceutique est la première industrie au monde en matière de chiffre d'affaires. Ouais. Il n'y a aucune industrie qui devance l'industrie pharmaceutique.
Donc les États qui hébergent ces big pharma les protègent. Ils les protègent, donc ils ne vont pas laisser un tout petit pays africain voilà, déranger le marché. Donc ces présidents ont peur, mais ils ont peur parce qu'ils pensent aux intérêts des multinationales. Mais je pense que lorsqu'on est président d'un pays, et ça Wade a raté, Abdoulaye Wade a raté l'histoire, et c'est dommage pour lui. Il a raté l'histoire, parce qu'il y a certaines choses, quand ça passe, c'est fini. Ce que l'histoire retiendra, j'ai publié, j'ai écrit 2 livres que j'ai financés de ma propre poche, et ces livres resteront 100 ans ou 200 ans. Parce que le remède contre le sida existera, ne vous en faites pas. C'est juste parce que dans quelques années, je suis convaincu, Patrick, que ce remède un jour sera connu et tout le monde saura que c'est l'arbre A, B, C, D et c'est comme ça et tout le monde saura. En fait, ce n'est pas un médicament qui va exister, je ne pense pas. Parce que le médicament, d'ailleurs ça, je me rappelle, c'est un prêtre que j'avais rencontré à la cathédrale de Dakar. Je ne me rappelle plus qui m'avait dit, Monsieur Diop, le seul conseil que je vous donne, n'essayez jamais d'intégrer l'industrie pharmaceutique en tant que telle et de déformer la nature du remède tel que ce remède est descendu. C'est une plante, c'est une tisane liquide, donnez ça aux gens comme ça. N'essayez pas de vouloir faire des médicaments parce que ça risque toujours d'atténuer. Et il avait raison parce que quand j'ai poursuivi mes recherches, vous savez, c'est une molécule dans une plante, ou 2, ou 3, ou 4, ou une combinaison de milliards de molécules, parce qu'un mélange de 2 plantes peut avoir 1 milliard de molécules. Mais l'ordinateur dans lequel on a inséré une base de données de molécules qui ont déjà été connues, dont la structure a été connue, on lui donne une base. Quand on cherche des molécules, l'ordinateur ne peut pas donner le nom de molécules qui n'ont pas été connues. C'est-à-dire qu'il y a des molécules, la science ne connaît pas toutes les molécules des plantes. Non seulement, il y a moins de 15% des plantes supérieures qui ont été criblées à ce jour. Oui. 85% des plantes supérieures n'ont jamais été criblées. Moins de 15% des plantes supérieures ont été criblées. Et si c'est une combinaison de 4 plantes, je prends le cas de notre cure, combien de molécules dans chaque plante interagissent avec les autres? Déjà, l'ordinateur réfléchit en binaire, 0 et 1. Et avec ce binaire, on fait... Qu'est-ce qu'on fait pas avec l'ordinateur? Imaginez-vous s'il y a une combinaison de milliards. La science ne pourra jamais reprendre ça de manière synthétique. Et si c'est le cas, il n'y aura jamais de médicaments extraits, sauf si on prend la tisane qui est une tisane qu'on prend, qu'on fait comme son thé d'ailleurs, et qu'on boit, simple, c'est pas compliqué. Donc je suis sûr que d'ici peu, il y aura ce remède qui sera connu. Maintenant, pour que ça soit connu, il y a des préalables, et ces préalables-là, ça va venir. Surtout que l'Afrique en a particulièrement besoin, puisque le sida... Besoin. Ouais. Voilà, besoin. Et ça, c'est le rôle. Et on le dit souvent. Les gens me disent, oui, vous avez le nom des trucs, pourquoi ne pas le donner gratuitement? Je dis non, c'est pas comme ça. La santé publique appartient au public. Je ne suis pas le chef de l'État. Lorsque je suis sorti, ma première sortie télévisée, c'était en 2005, en direct. Je me rappelle, le directeur de la chaîne de télévision avait envoyé une note au présentateur. La caméra, vous ne pouvez pas voir, mais pour lui dire, mais mon gars là, voilà ce qu'il dit là, il faut faire attention avec tout de ne pas citer le président de la République. Je me suis dit, on le cite parce qu'il est impliqué dedans. Le problème, ce sont nos dirigeants qui doivent prendre les responsabilités pour produire pour le plus grand nombre. Un privé ne peut pas produire pour le plus grand nombre. Et c'est une ressource naturelle, parce que les gens oublient que les plantes médicinales, c'est une ressource naturelle comme l'or, comme le pétrole, comme l'uranium, comme le coltan, c'est une ressource naturelle, c'est une ressource qui vient de la nature. Donc il faut organiser le marché pour que les gens aient accès. Et il faut que les Africains savent que le sida, à 80%, est un problème africain. À 80%, c'est quand même un problème africain. Parce que c'est la partie du monde qui est la plus touchée. 80% des malades, mais oui. Donc pourquoi, avec 4 plantes sénégalaises simples, on veut aller chercher des ressources? Parce qu'en fait, le ministre de la Santé à l'époque, lorsqu'elle a été interpellée sur ce dossier, parce qu'elle a été interpellée en 2003 d'ailleurs, si vous avez lu le livre, elle avait dit oui, mais il faut des moyens, il faut faire des recherches pendant des années. Attendez, il ne faut pas déconner non plus. Une plante
Parce qu'en général, 80% des plantes issues de l'ethnopharmacologie africaine soignent depuis des siècles. Et ça, c'est la pharmacovigilance. On sait ce que ça fait. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas meilleur moyen de savoir les impacts d'une plante médicinale qu'un groupe ethnique qui utilise cette plante depuis des siècles. Et ces 4 plantes, toutes ces plantes sont utilisées par la pharmacopée traditionnelle au Sénégal depuis des siècles. Et 2 femmes sont devenues docteurs en pharmacie en 2004. J'ai assisté aux 2 thèses de doctorat dans l'Université Cheikh Anta Diop. Donc 2 femmes sont devenues docteurs en pharmacie en faisant leur thèse de doctorat sur ce remède. Tiens. Ah oui. Pour démontrer que c'est un produit, ah oui, les références de cette thèse sont dans les livres que j'ai publiés. Pour démontrer que ces produits, non seulement ne sont pas toxiques, mais qui sont antalgiques et anti-inflammatoires. C'est la base de quasiment toutes les maladies infectieuses. Un produit antalgique, c'est contre la douleur. Un anti-inflammatoire, parce que quand une inflammation, c'est une réaction physiologique de l'organisme, du corps, qui a été attaqué par un agent pathogène, un virus. Le corps réagit. Donc c'est plus ou moins des plaies internes. Donc un anti-inflammatoire, déjà, ces thèses avaient pour base, parce que le professeur qui organisait ces thèses voulait en fait démontrer en amont les critiques qui allaient être faites pour dire que oui, ce produit est dangereux, on ne sait pas ce que ça fait. Je ne sais pas si vous voyez un peu la stratégie. Oui. La thèse n'était pas de dire ce remède tue le virus, parce que ça, même ces professeurs n'ont pas ce courage pour l'instant, et puis bon, ils n'avaient jamais suivi, mais de faire des thèses pour démontrer que c'est un produit qui n'est pas toxique, qui n'est pas dangereux, qui est antalgique et anti-inflammatoire. C'est-à-dire qu'un malade qui le prend, les douleurs vont partir, les inflammations vont partir, c'est-à-dire que ça guérit. Et ces 2 femmes sont docteurs en pharmacie depuis 10 ans aujourd'hui. Elles sont là. Donc, il y a une comédie, et vraiment prenez le temps, pour ceux qui m'écoutent, d'aller télécharger et lire ce livre et de relayer le sidavaincu.com pour lire ce dossier, pour voir la gravité. Et c'est un crime ignoble contre l'humanité, dont mon président et votre président de l'époque, Jacques Chirac, qui était au courant, sont coupables, entre autres. Le premier pays que Jacques Chirac a visité après qu'il soit parti de la présidence, faites vos archives, c'est le Sénégal. Le Sénégal, oui. Et puis il entretient des relations particulières, on le sait, avec le Sénégal, et qu'il apprécie particulièrement. Ah. Oui. Voilà. Donc il y a quelque chose qui a fait bouger vraiment le Club de Paris et le IDA, qui est l'équivalent supérieur du Club de Paris, des prêteurs du monde. Ouais. Il y a quelque chose qui les a secoués. Et le couple Wade, un filou vraiment vorace en argent, Idrissa Seck, aussi un premier ministre ambitieux, vorace en argent, ont trouvé une astuce d'enlever les dettes du Sénégal. Bon, ça n'a pas servi au Sénégal d'ailleurs, parce que bon, un pays qui a 0 de dette aujourd'hui, si ce pays avait été managé en bon père de famille, je pense que le Sénégal serait sorti des PPTE, on y est toujours, mais leur dispute, parce que lorsque j'ai offert le livre au président Wade, on était au mois de mars, c'est une semaine après que Abdoulaye Wade a décidé d'annuler le défilé de 4 avril, la fête nationale du Sénégal, qui devait se passer dans le fief du Premier ministre, et c'est 2 semaines après qu'il l'a limogé. 2 semaines après que j'ai offert le livre au président qui a lu, et à l'époque j'avais des retours de la présidence qui me disaient que le président avait piqué une colère noire en disant ils ont osé me mentir, ils m'ont menti, c'était pas à eux. Donc il y a eu un dossier avec le Premier ministre qui avait son inventeur et une collecte d'argent qui s'est fait même en Afrique du Sud d'ailleurs. Même en Afrique du Sud, il y a eu une collecte d'argent qui a été faite sur ce dossier. Donc, ils ont dû collecter en disant nous allons se remettre. Donc, avant que les gens sachent réellement qu'il y a eu un vrai propriétaire, bon, il y a eu ce que ça a fait. Et puis cette nouvelle, alors là aussi, moi, ce que je trouve effarant, c'est qu'il n'y a eu aucun grand relais médiatique. On n'a absolument pas entendu parler. Je veux dire, ça a été grâce à vos interventions, mais le reste, aucun média ne s'est jamais intéressé à ce problème-là. Je veux dire, vous-même, vous n'avez jamais reçu une grande interview de médias occidentaux qui seraient venus pour vous voir.
Pourquoi ils vont le faire? C'est quoi les médias occidentaux? Comme j'ai l'habitude de dire, quand on suit le chemin de l'argent, on se dirige toujours par un même point. Les médias, c'est du business. Qu'on le veuille ou non. Aujourd'hui, les médias ont des propriétaires et ces propriétaires exploitent une niche médiatique comme on exploite un filon d'or ou autre. Il y a des intérêts qu'ils défendent. Ce que je dis, la communication coûte. Quand je dis la communication coûte, c'est-à-dire qu'il faut avoir des moyens pour communiquer, pour se faire entendre. Ou bien qu'il y ait une personne ou une structure ou un pays qui a intérêt à ce que je dis le serve et il y met dans la poche. Les premiers livres que j'ai imprimés, que j'ai édités, j'ai pris, sur 6 millions de francs CFA à l'époque, que j'ai payé moi-même cash, c'est même pas un chèque. Et on m'a saboté les premiers exemplaires. Il a fallu que je menace de porter plainte, qu'on me sorte les livres. Parce qu'il y a eu des pages manquantes. Ah oui, carrément. Donc le livre, oui, il y a eu des pages manquantes durant la première édition en 2004. Et ça, je me rappelle, la personne qui m'avait reçu était tellement gênée. Il me dit que nous sommes là depuis avant les indépendances. On n'a jamais eu ce genre de problème. Donc je ne sais pas comment c'est passé. Et les pages qui manquaient dans les livres, c'était là où je faisais une relation entre les ARV de l'Inde et de l'Europe, qui pouvaient coûter à 50 fois moins cher en Inde et en Europe. Pour dire que les prix qu'on met sur les médicaments n'ont rien à voir avec les structures de prix qui répondent à des normes, mais vraiment des normes saines. Mais on fixe les prix en fonction de ce que ce produit fait, en fait, en vendant la vie. Si le produit permet de rester en vie, c'est plus cher. Si, voilà, c'est un peu ça, il n'y a pas de normes. Les pays fixent leur prix parce qu'un produit ne peut pas coûter $50 en Inde et coûter 50 fois plus en France. Et qui va acheter ça en Afrique? Et on nous dit qu'en Afrique, les médicaments sont gratuits. Mais rien n'est gratuit. C'est faux. C'est gratuit pour les Africains. Mais le pays achète. Oui, c'est ça. Quelle est l'entreprise qui produit? Quel est le produit entreprise qui produit un bien et qui donne gratuit? Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, c'est que moi, j'ai reproché à nos dirigeants. Il faut qu'on arrête de taper en disant l'Europe, c'est les méchants. Non, c'est nous, nos présidents. Nous avons découvert quelque chose qui nous arrange, nous, et c'est nous qui sommes allés négocier ailleurs. Je suis désolé, je suis le président de la France, excusez-moi le terme, mais je m'en fous des intérêts des Sénégalais. Je m'occupe d'abord du bien-être des Français. Si je peux pomper le Sahel, comme disait le chanteur, pomper le Sahel pour remplir les jacuzzis de la France, je le fais. Parce que en fait, voilà, chaque pays, les pays n'ont que des intérêts. Ouais. Mais ce sont nos présidents qui vont faire des deals. C'est eux qui, au lieu de servir, là on est sur les médicaments. Et on prend l'exemple du pétrole au Sénégal aujourd'hui. Le Sénégal, on a trouvé des blocs pétroliers. Le Sénégal est un pays pétrolier aujourd'hui. On nous dit qu'ils ont découvert des blocs, du pétrole de qualité. Qu'est-ce qu'on sort? Le Sénégal va avoir 3% sur ce pétrole-là. C'est ridicule. Le Sénégal est un pays producteur d'or depuis 1959. Le Sénégal produit de l'or. Personne ne sait cet or, d'où ça vient. Je me rappelle, j'ai discuté avec un doyen marocain, le doyen Ben Kiran, je le salue peut-être qu'il y a un de ses neveux ou autres qui l'écoute, le doyen Ben Kiran, qui est un grand chercheur marocain, chimiste d'ailleurs, qui me disait, mais Jacques Diop, me dit, je me tire les cheveux. Pourquoi les Africains vendent leur or? Il me dit, Jacques, l'or ne se vend pas. L'or ne se vend pas. Pourquoi ils vendent? Il n'y a que les Africains qui vendent leur or. L'or se produit et se stocke. C'est une garantie. Et tu peux aller négocier tout ce que tu veux en prenant en garantie cet or. Oui. Tu fermes cet or dans une coffre-fort à double clé. Celui à qui tu veux négocier, qui doit te faire des ponts, qui doit te faire des trucs, tu lui donnes une clé. Tu prends une clé de cet or-là et je lui dis maintenant construis-moi mes ponts, mes écoles, mes universités. Si je ne te paye pas, l'or est là. Il me dit l'or ne se vend pas parce qu'on n'échange pas de l'or avec du papier. Parce que l'argent, c'est du papier. L'argent, c'est du papier. Surtout le CFA, c'est une monnaie de singe, un peu, j'ai envie de dire. Surtout le CFA, merci. Surtout voilà. Il me dit l'or ne se vend pas, et c'est vrai. Et ça, je suis désolé, nos présidents, quand même, ils ne sont pas sortis de... Je ne sais pas, ce n'étaient pas des vendeurs de cacahuètes. Ils doivent le savoir, ça, c'est des règles élémentaires de l'économie. L'or, si des orpailleurs naturels, des gens avec leurs mains arrivent à trouver de l'or, un État peut aller acheter des machines, former des ingénieurs des mines
exploiter de l'or, je suis désolé. Mais il faut qu'on nous amène des Australiens et des Canadiens qui vont faire, je sais pas, qui vont occuper un coin, personne ne sait ce qu'ils font et autres. Ils prennent l'or, ils amènent, et puis personne, en fait, c'est un peu ça, c'est nos dirigeants. Le problème n'est pas l'Europe, l'Occident, le méchant loup, non. Le problème, c'est le sens de l'État, le sens de la République, le sens vraiment du bien public. Et que le président est une institution, c'est pas l'homme. L'homme n'a pas d'importance. L'homme doit représenter une institution qui doit être là pour le bien public, pour l'intérêt général. Si un peuple élu dans sa majorité une personne, c'est parce qu'il y a une confiance. Et en général, cette confiance, vraiment, n'est pas respectée. Ouais. Les présidents sont là avec leur clan. Et d'une manière vraiment honteuse, c'est des milliards, des milliers de milliards qu'ils ont. D'ailleurs, tout récemment, un ami est venu de Compiègne, il me dit, Jacques, l'ancien Premier ministre du Sénégal, sa villa qu'il y a à Compiègne, même les ministres de France n'osent pas avoir ça. C'est ça en fait l'Afrique. Une Afrique riche n'existe, pauvre n'existe pas. Je ne pense même pas qu'il y a un seul pays africain qui est pauvre. Le pays, nous, depuis quand on était petit, Sénégalais, on nous disait, oui, le Mali est un pays pauvre. C'est avec ça qu'on a grandi. Alors que le Mali est l'un des pays les plus riches d'Afrique. Mais c'est parce que le colon a voulu faire croire que ce pays est pauvre. Mais ils savent, tout le monde sait ce qu'il y a au Mali. D'ailleurs, c'est le problème du Nord Mali. Oui, il y a de l'or, de l'uranium, visiblement du pétrole. Du pétrole. Et l'uranium, c'est aujourd'hui une ressource stratégique. Parce que vous avez vu ce qui est en train de se passer dans le monde aujourd'hui. Il y a une reconfiguration extraordinaire du monde. Chacun frappe sa poitrine et montre ce qu'il est capable de faire au niveau, en tout cas, de ceux qui sont en haut en puissance militaire. L'uranium, c'est aujourd'hui, quand on prend Areva, quand on prend Dassault Aérospécial ou autre, mais tout ça, ils se sont servis gratuitement de l'uranium d'Areva du Niger depuis... Parce qu'en fait, Areva, c'est le Niger. Oui. Et le Niger, c'est le CFA. Tout à fait. Et pour caricaturer, c'est pour dire, moi, France, j'imprime le CFA, parce que le CFA est imprimé en France. Oui, tout à fait, à Chamalières. Voilà. Donc, vous, Niger, vous avez ce qu'on appelle l'uranium. OK, moi, je pompe, je prends l'uranium. OK, je vous dois 4-5 milliards CFA. Je note ça dans le compte d'opération, j'écris. Donc, ça, vous l'avez chez moi. Donc, sur l'ordinateur, il y a quelqu'un qui tape, qui dit, oui, réserve Niger, plus 2 milliards, 3 milliards. Mais quand la France prend cet uranium pour revendre ça en Chine, au Japon ou en Allemagne, il reçoit des devises. Ouais. Qu'il empoche. Donc, quand le Niger a besoin d'argent, en général, comme c'est un pays pauvre, il n'y a rien. Ils ont besoin de CFA un peu pour payer les fonctionnaires. Et on prend l'imprimante, là, on imprime le CFA, on amène au Niger. Donc, c'est en fait comme ça qu'un pays devient de plus en plus pauvre et qu'un autre pays devient de plus en plus riche et que des entreprises, plus ou moins privées, entre guillemets, se sont enrichies d'ailleurs sur le dos des Français d'ailleurs. Que ça soit Areva et tout ce qui tourne sur Areva, Dassault, Aérospécial, tous, ils se sont enrichis plus ou moins avec zéro de l'uranium du Niger. Et le pétrole du Gabon, Congo, c'est pareil. Et comment ça se fait justement ? Parce que là, bon, moi, ça me fait plaisir d'entendre votre discours. On avait reçu ici aussi Nicolas Gbou, qui lui aussi se bat contre le CFA. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même un réveil dans la société civile africaine. Mais comment tous ces gouvernements africains acceptent-ils ce marché de dupes qu'est le CFA et se font littéralement piller, puisque c'est un pillage très légal finalement de l'Afrique en livrant gratuitement toutes leurs matières premières, toutes les ressources, toutes les richesses de l'Afrique. En fait, l'Afrique est loin d'être pauvre. En fait, l'Afrique est absolument mal gérée et elle accepte des marchés comme celui du CFA, qui est un marché de dupes, qui est un marché aucun pays. Même moi, ce qui m'a toujours étonné, c'est de, par exemple voir des pays comme même l'Algérie ou le Maroc, qui eux ne sont restés qu'une seule année dans le CFA, ils en sont immédiatement sortis parce qu'ils ont compris tout de suite. Donc comment ces pays, comment les pays d'Afrique subsaharienne, eux, n'ont pas compris, quoi. Je veux dire, au bout de 30 ans, 40 ans, ça fait le CFA existe depuis la fin des indépendances. Enfin, il existait après la Seconde Guerre mondiale, mais il a été transformé après l'indépendance. Personne n'a souhaité en sortir. C'est quand même dingue, cette affaire. Ben c'est dingue, vous l'avez résumé, on ne peut pas expliquer. Bon, je suis désolé, on ne peut pas, sauf
pour dire que nous avons tous des présidents qui sont passibles de prendre de haute trahison vis-à-vis de leur État. Voilà, haute trahison, qui est une peine prévue par notre code pénal. Nos présidents, avec le franc CFA qu'ils acceptent, peuvent être traduits devant le tribunal pour haute trahison vis-à-vis du peuple sénégalais. L'indépendance a été obtenue en 1960 et vous savez, à cette période, le Mali avait décidé de sortir du franc CFA. Oui, Modibo Keïta, tout à fait, c'est vrai. Modibo Keïta, donc il y avait une fédération Sénégal-Mali, mais rapidement, il y a eu, voilà, la France a joué ses cartes. Modibo a été emprisonné. Oui. Donc il y a eu un embargo sur le Mali, ils ont fait que les biens que le Mali importait en général, tout est devenu 10 fois plus cher, et les gens ont commencé à dire que c'est le franc malier qui n'était pas bon, alors qu'il y avait une organisation express pour créer une surinflation et que le Malien ne pouvait même plus acheter un grain de riz. Oui. Un peu comme Sékou Touré en Guinée aussi, qu'on a arrosé de faux billets, etc. On a fait couler l'économie guinéenne. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà, donc avec la fédération du Mali, le Sénégal et le Mali étaient devenus un seul pays, et ce seul pays allait faire mal. Sékou Touré allait rejoindre d'ailleurs, la Guinée allait rejoindre. Donc Modibo Keïta, coup d'État, Moussa Traoré, qui a été financé d'ailleurs par la France, coup d'État clair. Donc Moussa Traoré a pris le pouvoir, on a emprisonné Modibo Keïta et l'empoisonné, il est mort par empoisonnement. Au Sénégal, Dia Mamadou, qui était le président de la République, le président du Conseil à l'époque, a fait l'objet de coup d'État. Parce qu'on dit que le Sénégal n'a jamais connu de coup d'État. Non, c'est faux. Il y a eu un coup d'État, mais Senghor a fait savoir que c'est Mamadou Dia qui a voulu faire un coup d'État et il l'a fait arrêter. Mais on ne peut pas faire un coup d'État si on est président. Et à l'époque, la constitution du Sénégal faisait que Mamadou Dia était le président du Conseil. Et le président du Conseil était l'équivalent du président de la République. D'accord. Donc il ne peut pas faire un coup d'État contre Senghor. Mais Senghor, bon, c'est l'histoire du Sénégal, que Valdiodio avait identifié rapidement, a fait l'objet aussi. Mamadou Dia, on l'a emprisonné. Et Senghor est venu. Donc c'est comme ça qu'on a déstabilisé et que le franc CFA est revenu. Mais il y a eu une compréhension en Afrique de l'Ouest qu'il fallait quitter le CFA. Et vous avez raison. Tunisie, Maroc, Algérie, Mauritanie, ils avaient le franc CFA. Mais rapidement, ils ont dit non, ça ne marche pas. Il faut quitter. Et d'ailleurs, on le voit au Maroc. Je ne sais pas, vous allez au Maroc, mais vous voyez qu'il faut être fier du roi du Maroc. Ouais. Oui, puis même l'Algérie qui n'a pas de dette, bon, on sait qu'il y a d'autres problèmes, mais je veux dire, les finances de l'État algérien se portent bien mieux que beaucoup de pays africains, ça c'est clair. Ouais. Vous savez, il y a une phrase des autorités algériennes que j'aime bien, du ministre, je pense, de la Défense algérien, à qui on a voulu forcer la présence des Français et des Américains pour la lutte contre le terrorisme. Lorsqu'en Kabylie, ils ont tué des touristes là, l'Algérie a dit non, nous n'avons pas besoin d'une présence étrangère, militaire en Algérie. Parce que si on accepte, ça veut dire que notre armée n'est pas capable d'assurer ça. L'armée algérienne est capable de lutter contre le terrorisme. Parce qu'en fait, tout ça, c'est des infiltrations qui permettent de déstabiliser un pays. C'est comme ça qu'ils infiltrent et puis ils dérangent. L'Algérie, aujourd'hui, la France, ils se pincent les cœurs, mais vraiment... c'est un pays qui les a échappés, ça leur a fait mal. S'ils pouvaient aujourd'hui reprendre l'Algérie, ils allaient le faire. Ah oui, complètement, ouais. Mais avec toutes les richesses, le gaz naturel et autres, qui se trouvent là-bas à la proximité, donc ils allaient le faire. Est-ce qu'il n'est pas temps, justement, voilà, pour ces pays d'Afrique noire, de rompre le cordon ombilical avec la France, et en particulier, alors on n'a pas abordé le CFA, mais là aussi dans la question militaire, les bases militaires et les nombreuses, la présence militaire française en Afrique, qui apporte, je veux dire, un avantage militaire et de domination, encore, qui rappelle, pour moi, la France a accordé une indépendance de façade, mais les pays africains ne sont pas vraiment indépendants, finalement. Non, on n'est pas. En fait, vous savez, ça commence à changer. Ouais. Peut-être que l'impact n'est pas... la perception de ce changement n'est pas très reçue, mais ça commence à changer. Vous savez, je passe devant la base militaire française. D'ailleurs, c'est là où est né Ségolène Royal, je pense. Hein, oui, tout à fait. Ségolène Royal, elle est née là-bas. Devant, c'était écrit Force française du Cap-Vert. Le Cap-Vert, Dakar, c'est la région du Cap-Vert. Ouais. Dakar s'appelle la région du Cap-Vert. Ce n'est pas les îles du Cap-Vert qui se trouvent au large du Sénégal, mais Dakar, c'est la région du Cap-Vert. Donc, Force française du Cap-Vert. Donc, tout récemment, maintenant, c'est écrit éléments français au Sénégal.
Ah. Élément français. Parce que le nom force française du Cap-Vert, quand on dit force, ça ira là. Mais cette force-là, c'est contre qui? Pourquoi la France doit avoir une force? Mais vous savez qu'Abdoulaye Wade avait dégagé cette force française du Sénégal. Et c'est pour ça qu'Abdoulaye Wade, il y a eu une cabale, entre guillemets, donc pour financer Macky, pour que Abdoulaye Wade parte. Mais Abdoulaye Wade avait déjà décidé de faire partir les Français du Sénégal et Gbagbo aussi en Côte d'Ivoire. Gbagbo aussi, bien sûr, en Côte d'Ivoire. On a vu ce qui lui est arrivé, effectivement. Maintenant, ils ont tous les deux été renversés. L'un par les urnes et les armes, l'autre par les urnes. Oui, d'accord. Ouais. Tout récemment au Burkina Faso, c'est au secret de Paul Chinel. Mais on sait que ce coup d'État, c'est Ouattara qui a été installé au pouvoir. D'ailleurs, là, on voit que l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Burkina vient d'être remercié. Donc, c'est un peu tendu. On sait que la France, qui avait ses forces et commandos, qui n'a pas réagi durant le putsch, et qu'après l'ambassadeur de la France qui dit oui, j'ai pas voulu serrer la main à Diendéré, oui, il n'a pas serré la main, mais il a envoyé le pleureur de Charlie et Macky Sall aller lui serrer la main. Ouais. Il y a Iboni et Macky. Tout le monde sait que c'est les pays francophones qui ont été dépêchés un peu pour aller plus ou moins rendre crédible ça, mais ça a échoué. La France a échoué au Burkina. Ouais. C'est en fait. Parce que le Burkina aussi, c'était une base arrière du MNLA. L'Azawad que Sarkozy a créé de toutes pièces. Personne n'a entendu dans l'histoire, dans un livre d'histoire, en Afrique, Azawad. Une civilisation, un empire qui s'appelle Azawad. Ça, c'est Sarkozy qui voulait avoir une aide en Libye, qui a promis aux Touaregs, aidez-moi à dégager Sarkozy et je vous donne un État. D'ailleurs, c'est un des membres du MNLA qui l'avait dit. Parce que ce Nord Mali aussi, c'est comme le Niger. C'est pour sécuriser l'uranium du Niger qui se trouve au Mali. Donc aujourd'hui, le MNLA, les chefs touaregs du MNLA avaient leur base à Ouagadougou dans les étoiles 5 étoiles. D'ailleurs, l'un des chefs touaregs du MNLA a été exfiltré par le Gendéré, les commandos de Gendéré, le RSP, qui ont fait le coup d'État au Burkina Faso. D'accord. Donc aujourd'hui, il y a une déstabilisation un peu du projet de l'Empire dans cette zone. Parce que le Burkina, ce qu'il voulait faire, n'a pas été fait. Donc ça veut dire qu'au Nord Mali, d'ailleurs vous voyez un peu le gars, le MNLA de la France vient de dire qu'il ne reconnaît pas les accords d'Alger parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus l'avantage qu'ils avaient avec Blaise Compaoré. Donc ce soulèvement des Africains, des présidents, avec le président tchadien qui vient de dire que... Parce que pour la première fois, un président d'un pays africain a dénoncé ouvertement le franc CFA. Idriss Déby l'a fait. Oui, c'est vrai. Il a dit. Très récemment. Non, il a dit. Ça s'est jamais fait. Et c'est au début. Donc, et on sait que voilà, c'est au début. Moi, je pense que c'est pas facile parce qu'il faut avoir des dirigeants courageux. Et avoir un dirigeant courageux, c'est un dirigeant qui pense comme Evo Morales, qui a dit que lorsque je suis venu au pouvoir, les multinationales étrangères avaient 42% des richesses. Nous, on avait 18%. Et maintenant, j'ai renversé la tendance. On a 42, les multinationales 18. Ouais. Et je sais qu'ils vont me tuer. Ils vont me tuer comme ils ont tué Hugo Chavez. Oui, ils ont essayé. En plus, ils ont tenté un coup d'État en Bolivie qui a échoué. Bien sûr. Il l'a dit. Ouais. Il a dit, je sais qu'on va me tuer. Mais ce que je fais pour mon peuple, je le fais. Donc, il faut le jour où les présidents africains décideront d'être prêts à donner leur vie pour leur peuple et non de tuer le peuple pour rester au pouvoir. Ce jour où il y aura ce président qui dit que ma vie n'a d'importance que si le bien-être du peuple est acquis. Et avoir le bien-être des pays africains, c'est pas facile. La richesse est là. Quand on prend le temps de rouler au Mali, de la Côte d'Ivoire jusqu'au Mali, et qu'un jour je roulais en voiture avec un Allemand, je m'appelle un coopérant qui regarde, qui me dit, mais Diop, c'est quoi ça? Il me dit tout ça, il n'y a rien, c'est vierge, chez les terrains, il y a l'eau, il y a la terre, il y a l'eau et il n'y a rien, il n'y a pas d'habitat, il n'y a pas d'exploitation. Est-ce que c'est normal? Donc tout ça, c'est un problème d'organisation et de valorisation de nos dirigeants. Parce qu'on dirige, quand on est dirigeant, c'est parce qu'on doit pouvoir être un leader et permettre au peuple de pouvoir avoir un bien-être. Le bien-être des Africains, sortir de la pauvreté virtuelle dans laquelle les populations africaines sont. C'est vraiment... pour moi, volontaire. C'est une question de volonté publique.
D'accord. C'est une volonté. Alors on va faire une petite pause, Monsieur Diop, et puis on reviendra après avec en plus les questions du public. Et voilà, une petite pause qui va durer 10 minutes, un quart d'heure, et puis on revient juste après. D'accord? Donc, ok, ça marche. alors vous restez avec nous, la régie elle est prête, évidemment, à vous la régie.